Tu veux t'habiller éthique sans exploiter ni d'humain ni la nature, t'es au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler des coulisses de la fast fashion et ceux de la mode éthique, du linge sale de l'industrie textile et de comment agir, seul et collectivement surtout, pour s'habiller autrement. Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission podcast et YouTube des militants badass qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un ou une invitée écolo, féministe ou solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on est avec Chloé Cohen du podcast Nouveau Modèle. Salut Chloé. Salut. Dans ton podcast, tu parles de toutes ces femmes qui changent l'industrie du textile pour qu'on ait des fringues plus humains, plus éthiques et plus inclusifs aussi. On n'en parle pas tellement. Du coup, tu mets en avant plein d'initiatives inspirantes dans la mode éthique. Je voudrais en prendre 3 avant de te poser la première question. Par exemple, t'en as une, c'est une marque, Posidonie, si je dis pas de bêtises, qui transforme des filets de pêche en maillots de bain. Donc, trop stylé. Tu as aussi interviewé des activistes d'Extinction Rébellion qui font par exemple des actions où ils font irruption en plein dans des défilés Dior. C'est ça. Et il y en a une autre, c'est Pourquoi Princesse, qui est une marque de fringues qui lutte pour l'égalité filles-garçons, avec par exemple des fringues où pour des fringues de filles, donc des robes ou pas des robes d'ailleurs, tu peux avoir des dinosaures, des cosmonautes ou des voitures, parce que c'est pas réservé aux garçons et pourtant c'est assez rare. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler d'une invitée de ton podcast qui t'a marqué et pourquoi? Oh là là, la question tellement difficile. C'est dur de n'en choisir qu'une. C'est l'épisode avec Audrey Millet, qui est l'autrice du livre Le Livre Noir de la mode, où elle raconte vraiment les dessous de l'industrie textile. Et surtout, il y a tout un passage en fait sur les dérives des teintures de nos vêtements, et en fait elle a fait toute une étude pour montrer que certaines personnes développent des maladies ici en Europe, notamment des vendeuses qui déballent en permanence les cartons de vêtements de fast fashion, qui mettent ces vêtements sur les portants et qui sont en contact permanent avec les vêtements de fast fashion. Et donc elle a montré que ces femmes-là, parce que c'est souvent des femmes, les vendeuses, développent des maladies de stérilité, des maladies de peau, ce genre de choses, à cause des teintures des vêtements. Mais après, elles m'ont tout énormément marqué, évidemment. Mais là, récemment, j'avoue que ce livre m'a chamboulé, quoi. Ouais. Bon, j'avais essayé de commencer avec une question un peu plus positive, et du coup... Oui, pardon. Est-ce qu'il y en a une autre qui part son initiative citoyenne ou entrepreneuriale? Évidemment, t'as cité Pourquoi Princesse. J'avoue que j'ai adoré cette initiative de vêtements pour enfants, parce que je trouve que c'est tellement important de lutter contre les stéréotypes dès l'enfance, et finalement on se rend pas compte du pouvoir du vêtement, son pouvoir politique, social. Enfin, c'est énorme. Je crois qu'elle disait que à partir de 7 ans, on mesurait que la confiance d'une petite fille, tout d'un coup, elle s'effondre. Elle s'effondre. Ouais. Par exemple, une petite fille, si on dit aux petites filles, on va faire un test de mathématiques, elles vont moins réussir que les garçons, alors que si on leur dit rien et qu'on fait passer exactement le même test, elles vont beaucoup mieux réussir. Et pourquoi? Parce qu'on prononce le mot mathématique. Et que dans l'imaginaire collectif, dans notre société, on considère que les filles sont moins bonnes en maths. C'est vrai, elles sont moins bonnes en sciences, elles vont pas si facilement vers les études d'ingénieur, ce genre de choses. Ça, c'est mesuré, ce truc de dire le mot mathématique, c'est chaud. Ouais. Voilà, donc c'est génial de voir une marque qui s'empare de ces sujets. Donc abonnez-vous à son podcast Nouveau Modèle, il est top. Et justement, un des premiers déclics dans la fast fashion pour toi, bien avant de créer ce podcast, à l'époque t'étais ado et tu dis que t'étais une fast fashion et que t'achetais des tonnes de sacs chez H&M et Zara. Ça a été, comme beaucoup de gens, l'effondrement du Rana Plaza. Alors restez avec nous parce que moi le premier je me disais non ça va, j'en ai déjà entendu parler 1000 fois, et je me suis rendu compte en préparant l'interview qu'en fait je connaissais qu'un tout petit bout de l'histoire. Donc pour vous resituer, en 2013 du coup au Bangladesh, il y a un immeuble insalubre qui s'appelle le Rana Plaza où il y a 6 usines dedans avec énormément de travailleurs et surtout des travailleuses qui s'effondrent. Toi, comment tu l'as appris? Est-ce que tu te rappelles de ce jour-là, ce qui s'est passé dans ta tête? Cet événement, il m'a marqué un tout petit peu plus tard parce que 2-3 ans après, j'ai fait un stage au Parisien, j'étais journaliste, et en fait, il y a eu une suite au Rana Plaza. J'avais fait un tout petit papier, moi, un encart, j'étais stagiaire en plus, et donc ça m'avait vachement... forcément, ça te marque parce que du coup, tu fais des recherches un peu plus approfondies, parce que tu écris un papier dessus, et surtout, moi, j'ai eu une prise de conscience quand je suis partie aux États-Unis, parce que là-bas, il
il y avait des marques qui vraiment s'engageaient, des Patagonia, des Everlane, des Reformation, qui étaient beaucoup plus en avance, quoi, et ils y avaient des conférences sur le sujet. C'est à ce moment-là où j'ai découvert plutôt la face positive en me disant ah oui, donc il y a ces problèmes, mais il y a des choses qui se passent, il y a des solutions, des trucs positifs qui arrivent et on peut consommer différemment. Et le pire, c'est que c'était pas tellement un accident en fait, parce que le Rana Plaza, le jour où la veille où c'est arrivé plutôt, il y a des travailleuses qui avaient vu des énormes fissures dans le mur et qui avaient du coup fait évacuer tout le bâtiment. Et le lendemain, du coup, c'était genre 3500 je crois, elles ont refusé d'aller travailler, mais leur patron, ils leur ont dit non mais t'y vas, sinon on ne paye pas. Et comme ils sont payés un salaire de misère et qu'ils sont en mode de survie, il y en a une bonne partie qui allait bosser et qui est morte sous... Enfin, donc c'est pour dire à quel point c'est pas juste une histoire tragique mais isolée, mais que c'est représentatif aussi de toute une industrie où du coup quand tu vois un t-shirt qui coûte 5 euros, pour toi c'est pas cher, mais c'est parce que derrière peut-être que soit on paye la personne une misère, ce qui est assez connu, soit t'as des normes de sécurité qui sont pas du tout respectées par exemple, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et il y a encore des accidents. Récemment, il y a eu un incendie au Maroc, dans des usines. Ça arrive tous les jours. Il y a des Rana Plaza tout le temps, à moins grande échelle, donc on en entend moins parler, mais ça arrive très régulièrement, quoi. Donc, et là, les accords du Bangladesh sont menacés. C'est des accords qui ont été conclus après l'effondrement du Rana Plaza pour assurer la sécurité des employés, pour obliger les usines à être aux normes. Il y a beaucoup d'associations là d'ONG qui ont appelé à se mobiliser pour que ces accords soient renouvelés. Aux dernières nouvelles, ça ne l'était pas, donc à voir. Ce qui était hyper révélateur, c'est que en Europe, l'industrie c'est hyper opaque en fait. On savait pas mais quelle marque se fournit au Rana Plaza. Et donc là-dessus, ça nous a hyper éclairé. Et par exemple, ils sont allés à la pêche aux étiquettes dans les débris au milieu des corps, ça devait être horrible. Et ils ont retrouvé plein de marques de je sais plus, Camailleux, Carrefour, Auchan, etc. Et le truc le plus fou, c'est que eux, quand on leur montrait les étiquettes, notamment Carrefour, je crois, ils étaient au culot en mode non, mais ça ne prouve absolument rien. Enfin, genre. C'est le problème en fait des sous-traitants. Généralement, les marques, elles connaissent leur rang 1, leur rang 2, ce qu'on appelle de fournisseurs. Et donc, ces marques-là font pas l'effort de remonter toute leur chaîne de fabrication. Tu penses qu'ils les connaissent vraiment pas ou ils font pas l'effort? Ça les arrange que... Non, un peu des deux en fait, mais ils les connaissent pas. Ils font pas l'effort d'aller chercher... Il y a vraiment beaucoup d'intermédiaires. Il y a énormément d'intermédiaires. Puis ça demande des ressources aussi de faire du suivi. Ouais, parfois tu vas faire une visite d'usine et puis le jour même, tout va être rangé, tout va être génial, et en fait derrière une porte, c'est insalubre, c'est une catastrophe, voilà. Donc c'est compliqué, quoi. Au-delà du Rana Plaza, du coup, c'est quoi la réalité d'une travailleuse, que ce soit au Bangladesh ou ailleurs, dans l'industrie du textile? C'est difficile de faire une généralité. Autant il y a certains salariés qui vont avoir le droit d'être syndiqués, de porter plainte. Autant dans d'autres cultures, la dénonciation, se syndiquer et tout, ça fait pas du tout partie de leur système de pensée. On peut aussi aller en France, à Aubervilliers, et trouver des ateliers de misère en France. Et après, il y a des endroits qui sont très bien aussi, ne l'oublions pas. Oui. Je te demande, parce que j'avais lu cette stat, effectivement, qu'on pouvait parler d'esclavagisme moderne et que 70% des travailleuses étaient considérées comme des esclaves modernes, parce que souvent elles pouvaient travailler 12 heures, voire 14 ou 16 heures par jour, que évidemment souvent t'avais pas de syndicat, et que en plus si tu l'ouvrais, il y a du harcèlement sexuel, du harcèlement moral, parce que ce sont souvent des femmes, tu l'as dit, des cas de viol. Ça, c'est aussi une autre réalité qui est dramatique. Ouais. J'avais lu que quand t'achètes un t-shirt de foot, par exemple, là ça va être l'euro, ça coûte 90 € et qu'en moyenne ils reversent 80 centimes à la personne qui l'a fabriqué. T'es là, mais non en fait, la répartition de la valeur, ça va pas les mecs. Maintenant qu'on vous a bien fait déprimer, on va parler de comment agir. J'ai lu là en préparant qu'il y aurait 40% des Français qui déclarent avoir arrêté la fast fashion. Ça me semble beaucoup, non? Il y a une grosse partie des gens, en tout cas, qui se disent prêts à arrêter la fast fashion, surtout quand on leur parle des dérives. Évidemment, personne n'a envie de contribuer à l'esclavage moderne, c'est évident, ni à détruire notre planète. Enfin, je veux dire, voilà. Après, il y a une réalité économique, quoi, qui est pas facile pour tout le monde. Quand on n'a pas les moyens de terminer son mois et qu'on déjà on galère, et mettre 50 € ou 30 € dans un t-shirt au lieu de 5 €
euros. Et oui, ben, on va en parler après. Voilà. Clairement, c'est un privilège de riche de s'habiller éthique, oui. quoi. Enfin, de se poser les questions déjà, oui, c'est un privilège. Comme la terre entière du coup te le demande, tes conseils pour une garde-robe responsable. Justement, je me disais que garde-robe, c'est vraiment un mot que les mecs utilisent. J'avais. T'as lancé un challenge 11 jours pour une garde-robe responsable. Ça consiste en quoi pour ceux et celles qui nous regardent? Disons que c'est déjà apprendre à connaître ce qu'on a. Je pense que c'est hyper important parce que souvent on accumule et en fait on sait plus trop. Ouais, c'est ça, exactement. On sait plus trop ce qu'on met, on sait plus trop ce qu'on met ou ce qu'on ne met pas. Donc je pense que c'est déjà important d'avoir une bonne connaissance de son dressing, d'essayer de savoir ce qu'on met, pourquoi on le met, ce qu'on met pas, pourquoi on le met pas. Est-ce que c'est juste parce que ça nous va plus? Est-ce qu'on a changé de style? Comme ça permet aussi de voir ce qui potentiellement peut nous manquer ou non. Après, moi, je suis pas une minimaliste non plus, c'est-à-dire que la mode, c'est aussi fait pour se faire plaisir. S'habiller, bon, c'est un besoin, évidemment, on va pas se balader tout nu dans la rue, mais c'est aussi se faire plaisir. Donc voilà, moi j'ai pas un seul jean et un seul t-shirt blanc pour m'habiller toute l'année, quoi. Voilà, c'est pas forcément ça le minimalisme. Non, bien sûr, je caricature, mais je veux dire voilà. Après, pour si on a des besoins, si on a besoin de se racheter des vêtements ou quoi, dans ces cas-là, on essaie au maximum de soit se tourner vers des marques éthiques qui vont nous permettre de faire durer le vêtement, parce que ça c'est hyper important en fait. Une fois qu'on va acheter un t-shirt, le but c'est pas d'en changer tous les 4 matins, quoi. C'est de pouvoir le garder le plus longtemps possible pour pas avoir besoin d'en racheter. Sinon vers la seconde main ou vintage, ou voir la location de vêtements aussi qui se développe un petit peu. On se marie dans un mois, effectivement. Ma chérie, elle avait regardé pour louer. Pour la louer. Bon, finalement, elle a acheté d'occasion parce que c'était moins cher que de louer. Ouais. Donc voilà ce que j'ai détaillé un peu sur ces 11 jours-là, avec un peu une fiche méthode sur reconnaître les matières, les labels, le greenwashing. Si on va faire du shopping, est-ce que tu aurais des conseils pour nous aider à débunker le greenwashing? Ouais, après ça dépend si on fait du shopping en ligne ou en boutique. Donc en boutique, on apprend à lire les étiquettes. Je pense que ça c'est hyper important, de reconnaître les matières, de savoir que du polyester c'est du plastique, du coton. Ta peau elle aime pas trop le pétrole en général. Tu transpires dedans, c'est pas tip top. Du coton, est-ce qu'il est pas labellisé par exemple? Je sais pas, GOTS qui est un super label qui permet d'avoir un aspect social, environnemental. Est-ce que le coton j'ai l'impression que c'est une fausse bonne idée parce que je crois qu'il faut 2700 litres d'eau en moyenne pour un t-shirt. C'est énorme. Après, on n'a pas non plus 15 000 matières. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut bien en choisir quelques-unes. Moi, j'ai tendance à préférer les matières naturelles quand même. Si c'est du coton, à le préférer quand même labellisé biologique GOTS. Oui, ça continue à consommer d'eau, moins que le coton traditionnel parce que pas de pesticides, parce que plus résistant, parce que plein de choses. Mais après, voilà, il faut faire des arbitrages. Il faut juste être conscient de tous les impacts. Et le must, c'est le chanvre et le lin, je crois. Ouais, le lin, c'est top. En France, le lin, c'est top. Là, j'ai un pantalon c'est un mélange lin-coton parce que le problème du lin 100%, c'est que c'est très froissable. Mais c'est une super matière. Enfin, le lin, c'est top. Ça permet de respirer. Quand il fait chaud, on n'a pas chaud. Quand il fait froid, ça nous tient au chaud. Enfin, c'est génial. Comme la soie, qui est une super matière aussi. Voilà, après le chanvre aussi qui se développe de plus en plus. Et après, si on fait en ligne, l'idéal étant de poser directement des questions à la marque, de lui envoyer un mail ou de l'interpeller sur les réseaux sociaux et de lui dire coucou, c'est fait comment ton t-shirt, par qui, ou dans quelles conditions, voilà. Si on a une réponse évasive, on s'en méfie. Si on a une réponse très claire et très précise avec plein de détails, déjà ça montre bon signe. Et attention, la transparence, c'est pas de la communication. Il y a beaucoup de marques qui communiquent sur les groupes de fast fashion qui vont dire notre usine, elle est à X et elle emploie Y personnes. En fait, je m'en fous, quoi. Enfin, ça me renseigne pas sur les conditions de fabrication, sur est-ce que les droits humains sont respectés. Voilà, ça c'est de la transparence. L'autre, c'est de la communication. J'étais heureux de t'entendre dire que t'achètes quasiment plus jamais très rarement des fringues. Et justement, je trouve ça trop cool parce que souvent, quand on parle de mode éthique, effectivement, on va juste déplacer ses achats de Zara et H&M vers, Veja ou d'autres marques responsables. Sauf que ça pollue aussi, en fait. Et donc, la priorité, c'est surtout de faire durer ces fringues plus longtemps et de consommer moins. Sauf qu'en général, c'est pas ce que les gens ils ont trop envie d'entendre, quoi. En vrai, par la force des choses, tu peux pas consommer autant de Zara qu'autant de marques éthiques. Enfin, sauf si tu as un budget illimité, mais ce qui n'est pas mon cas. Tu peux pas acheter autant éthique, que autant. Voilà, c'est. Oui, sauf si tu es riche, très riche, ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc forcément,
tu diminues ta consommation. Forcément. Parce qu'un t-shirt Zara, je sais pas, il te coûte 10 balles. Un t-shirt d'une marque éthique, il va te coûter 30, 40 euros. Ben voilà, effectivement, je consomme 10 fois moins de vêtements qu'avant, ça c'est clair. Mais même en dehors du budget, effectivement, je trouvais ça important de rappeler que... Oui, le plus important, c'est de moins consommer. La priorité, oui, c'est d'acheter moins, donc c'est de réparer tes fringues ou d'acheter dans des friperies ou sur Vinted ou d'occasion, Le Bon Coin, je sais pas. Pour dire que, en tout cas, acheter du neuf, effectivement, même chez une marque éthique, c'est évidemment OK, de toute façon, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez, mais ça doit pas être l'option numéro 1, quoi. Je lisais aussi qu'on garde nos fringues 2 fois moins longtemps qu'il y a 15 ans, alors qu'on en a plus. Du coup, c'est chouette aussi, parce que c'est-à-dire qu'on a une marge de progression énorme pour juste garder nos fringues plus longtemps. Est-ce que toi, tu aurais des conseils pour du coup acheter plus consciemment ? Là, tu es devant une fringue que tu as envie d'acheter. Comment toi, tu te dis quoi dans ta tête ? Moi, généralement, j'attends hyper longtemps avant d'acheter. Parce que quand il y a quelque chose qui nous tente, généralement, je le laisse mûrir plusieurs semaines. Plus dans l'émotionnel si tu achètes tout de en suite. fait, c'est ça. On évite l'achat compulsif, qui va nous faire du bien sur le moment. Et puis, en fait, ça va vite partir. Le but, c'est plutôt de prendre le temps, de ralentir pour tout et de laisser mûrir ça. C'est-à-dire que si au bout d'1 mois, j'exagère, mais bon, déjà 15 jours, 3 semaines, vous avez encore autant envie de ce vêtement parce que vous dites « Ah mais oui, je vais le porter avec ça, et il va me servir pour 1001 occasions ». Bon, ça veut dire que c'est un vêtement que vous allez énormément porter, qui va, voilà. Mais souvent, l'envie disparaît quand même. Quand on a des pulsions comme ça, finalement, on se dit « Ouais, j'ai bien fait de pas l'acheter ». Parce qu'on est bombardé de marketing aussi, bien sûr, et c'est tentant, et c'est normal. Je veux dire, t'as des belles images, t'as envie, vu la situation qu'on vit, souvent on a envie de se faire plaisir. Je comprends tout ça, mais c'est bien de pouvoir ralentir. Des fois, on rachète des trucs qu'on a déjà, mais qu'on avait oubliés. Donc, c'est vrai, en gagnant du temps, tu peux checker chez toi. Et des fois, il y a des fringues trop bien que moi, je me suis remis à mettre en passant au minimalisme, parce que j'étais là, mais il est trop bien ce pantalon, pourquoi je le mets jamais ? Ce que j'aime beaucoup dans ton projet, c'est que comme dans Soif de Sens, tu te limites pas du tout à c'est mignon les actions individuelles, tu vas franco sur les actions collectives. À quel moment est-ce que tu t'es dit que ça a ses limites, les actions individuelles, maintenant on passe à la vitesse supérieure et ok, comment est-ce qu'on change cette industrie, quoi ? C'est une très bonne question parce que ça c'est vraiment un sujet qui me travaille énormément et de plus en plus. Je me suis dit, alors c'est génial, les actions individuelles, il faut ces petits gestes et tout, mais c'est tellement culpabilisant et en mode, c'est à nous de faire tout le sale boulot, alors qu'en fait, les entreprises, elles continuent à nous vendre des bouteilles en plastique, elles continuent à nous vendre des cigarettes et du coup, on se retrouve avec des mégots dans la rue, elles continuent, sans se poser de questions. Pourquoi ce serait toujours à nous de devoir faire l'effort, de trier, de plus acheter de plastique, de nanana et tout. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Voilà. Et donc, je pense que là, il y a eu un switch dans ma tête et je me suis dit, c'est plus possible. Il faut aller plus loin et il faut essayer de mobiliser notre gouvernement et il faut faire quelque chose au niveau politique. Ouais, parce qu'on a tendance à nous raconter que c'est un problème de surconsommation. Alors, c'est en partie le cas, mais c'est surtout un gros problème de surproduction. Exactement. Ouais, ça, je suis entièrement d'accord. Il faut obliger ces entreprises de fast fashion à moins produire. Il faut qu'au niveau politique, il y ait des engagements plus forts. C'est indispensable. Oui, parce qu'un État, il peut durcir les lois sur les normes de sécurité ou sur le salaire minimum ou sur des conventions collectives. Il faut aider plus les entreprises vertueuses qui essaient de diminuer leur impact, je pense. Du coup, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que H&M ou Zara produisent moins de vêtements ? Moi, je pense qu'il faut des lois. Il faut des lois. Il faut les obliger. Il ne faut plus leur laisser le choix. Il faut arrêter, il faut plus leur laisser le choix, il faut qu'il y ait des lois. Alors, ça peut pas être qu'au niveau français aussi. Je me suis adressée à Macron, mais il faut que ce soit au niveau européen parce que c'est des groupes européens, donc il faut qu'au niveau de l'Europe, il y ait des lois, il y ait des obligations en disant, les quantités de vêtements qui rentrent sur nos territoires, c'est tant, c'est pas plus. J'en sais rien, je suis pas politicienne, dit comme ça fait très peut-être utopiste, mais je suis sûre que on serait capable, on fait des lois pour tout. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas faire des lois sur les quantités de vêtements, quoi. Ça pourrait être des lois sur l'origine de la fabrication. Je disais que dans les années 60 aux États-Unis, il y avait 95% des fringues qui venaient des États-Unis et qu'aujourd'hui, c'est plus que 3%. Ouais. Donc c'est aussi pour dire que cette industrie, elle n'a pas toujours été comme ça. Avec la mondialisation, c'est assez récent. Mais que du coup, si on relocalisait toute la filière, bien sûr qu'il y aurait une création de valeur énorme.
Bon, de l'autre côté, les prix seraient évidemment pas les mêmes. Mais... Oui, c'est sûr. Il se passe plein de choses là sur la relocalisation en France et tout. Donc ça, c'est chouette, ça bouge. Sur le lin, par exemple, sur une relocalisation de la filière en France, il y a pas mal d'entreprises qui montent des coalitions pour essayer de refaire venir ces savoir-faire qu'on a perdus, qu'on a délocalisés, sur la laine française aussi. Donc ça, c'est chouette, c'est hyper enthousiasmant. Après, comme tu dis, je vois pas pourquoi on pourrait pas taxer plus les produits qui viennent de plus loin ou les produits qui sont faits avec des matières plus polluantes. Pourquoi on n'imaginerait pas ça? C'est tellement rageant quand on est une marque et qu'on veut faire les choses bien et qu'on paye plus cher, parce que c'est le cas, une matière moins polluante et quand on fabrique localement. C'est pas normal. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire bouger les choses au niveau politique. Ok, Mani. J'espère que tu as compris. Le président de la BCE. Oui, c'est ça, de la Commission européenne. Ça, je trouve ça fou de se dire que, je sais pas, peut-être ce Bermuda, il a plus voyagé que moi, quoi. Il a fait en moyenne 1 fois et demie le tour de la Terre. Je trouve ça fou et génial qu'aujourd'hui, il y ait de plus en plus de gens qui se disent attends, mais qui a fait mes fringues? Dans quelles conditions? Dans quel pays? D'où il vient? C'est quoi? Et puis souvent, il y a plein de pays intermédiaires pour je sais pas, la tannerie, pour le stockage. C'est ça. Et puis pour la récolte du coton, oui, même en amont, qui du coup après il est envoyé ailleurs pour être filé, puis teint, puis renvoyé, puis expédié, puis ouais. Et donc si on raccourcit la filière, alors bien sûr tu auras plus de salaire à payer si c'est dans des pays développés, mais tu auras aussi beaucoup moins de frais de transport ou de plein d'autres choses, quoi. C'est vrai. De douane, Ouais. Après, le coton c'est compliqué en France, quoi. Oui, voilà. c'est pas le meilleur exemple. Mais le lin, par exemple, ce serait chouette qu'on puisse, parce qu'on a, nous, des champs de lin, mais ce serait bien, ou en Belgique. Donc là, ce que je disais, il y a une vraie volonté de relocaliser, quoi. Est-ce que tu as des histoires ou des anecdotes sur l'impact que ton podcast a pu avoir? Je reçois très régulièrement des messages sur Instagram de gens qui me disent grâce à vous, j'ai changé ma façon de consommer, de m'habiller, j'avais pas conscience, j'ai réalisé, puis c'est trop bien, puis maintenant je consomme que les marques qui passent sur votre podcast, quand les gens peuvent, parce que c'est encore une fois une question de prix, c'est un budget. Donc je trouve ça hyper chouette. Moi ça me fait tellement plaisir quand je reçois ce genre de messages. Et après j'ai parfois aussi des messages de débat, effectivement des gens qui me disent c'est cool, mais moi j'ai pas du tout les moyens de me payer ça. Et je comprends, je l'entends. C'est vrai que c'est plus cher. Et le problème, c'est que on a l'impression de faire des économies quand on achète de la fast fashion, parce qu'on achète un t-shirt à 10 €. Sauf que généralement, il vieillit mal, ce t-shirt. On va le laver plusieurs fois, il va se déformer. Un t-shirt blanc, il va devenir un peu gris. Alors que si on avait investi dans une très belle pièce, vraiment durable, parce que quand je dis ça, ça fait un peu nébuleux, mais vraiment les marques, une marque comme Loom par exemple, elle fait des tests de durabilité sur ses vêtements, elle les étire, elle lui fait passer des tests de ouf, quoi. Voilà. Vraiment, elle montre que c'est durable. Du coup, on n'en a pas besoin d'en racheter d'autres, quoi. Donc finalement, on fait des économies. Mais l'achat, il est difficile, parce que quand on n'a plus que 20 € sur son compte à la fin du mois, on peut pas mettre 30 € dans un t-shirt. C'est clair. Voilà. Je trouve que sur la durabilité des fringues, je trouve que parfois dans la fast fashion, il y a aussi des trucs qui durent. Qui peuvent tenir, c'est vrai. Mais par contre, c'est clair que tu peux aussi avoir des coûts cachés environnementaux ou de droits humains, ou les Ouïghours, n'en parlons pas. Mais aussi même pour des coûts de santé personnelle, parce que ton corps il va absorber la teinture toxique. Tout les teintures, je sais pas les pesticides, si c'est du coton non bio par exemple, bien sûr. Je crois que c'est un quart des pesticides dans le monde qui sont utilisés juste pour le textile, quoi. Le textile, Ça fait beaucoup de pesticides quand même. Ça fait beaucoup de pesticides, Est-ce que tu sais si les gens dans l'industrie textile écoutent ton podcast? Est-ce que Bernard Arnault de LVMH Je pense pas. Il va se dire. Il y a des gens de l'industrie qui écoutent. Mais t'as ce mérite d'essayer de rassembler souvent plein d'acteurs de la filière pour mener des actions collectives. Et c'est ça ce dont on a besoin. Donc franchement, chapeau, quoi. C'est gentil. Écoute, j'espère que ça va bouger surtout. Plus on sera nombreux et nombreuses à s'y mettre. C'est un rapport de force à construire. C'est clair. Pour cette dernière partie, l'émission s'appelle Soif de sens. Toi, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie? Très bonne question. Moi, je suis juste une porte-parole, quoi. Donc, en tout cas, je me considère seulement comme une porte-parole. Donc, rencontrer tous ces gens qui font autant au quotidien, parce que c'est tellement difficile
d'essayer de faire les choses bien. Et c'est ça qui est dingue, quoi. Ça devrait pas l'être autant, mais c'est difficile quand on veut créer une marque qui a du sens, qui pollue le moins possible, quand on veut faire des choses, être militant, activiste, c'est tellement dur que moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour les gens que je rencontre, vraiment. Et je pense que c'est ça vraiment qui donne du sens à tout ça, quoi. Et en même temps, je trouve ça hyper intéressant parce que tu dis qu'il n'y a pas une, mais des modes éthiques et que parmi tous ces critères de droits humains, de droits des femmes, d'écologie, etc., quand toi, tu vas acheter ou emprunter ou regarder tes fringues, c'est important effectivement de se demander ok, ça va être dur de cocher les 10 cases pour avoir le et puis il faut y aller progressivement, quoi. Voilà, sinon on se met beaucoup de pression. De se demander quels sont pour moi le ou les 2 ou les 3 critères principaux. Est-ce que les droits animaux sont hyper importants et dans ces cas-là, je vais bannir tous les produits, enfin toutes les matières avec la soie, ce genre de choses, ou est-ce que je vais privilégier la soie, c'est pas vegan du coup. Et non, c'est les verres à soie. Et d'ailleurs, c'est plutôt c'est de la souffrance animale. Enfin, le verre à soie, il est ébouillanté. C'est un peu quand on est vegan, pour fabriquer la soie, c'est pas top. Il y a de la soie maintenant. J'avais fait un épisode avec une personne qui utilise de la soie de la paix, ce qu'on appelle. Et en fait, la soie, on n'ébouillante plus les verres à soie. On récupère simplement les fils de soie de façon, sans souffrance animale. C'est une technique qui a été mise au point. Elle a rencontré des artisans en Inde qui font ça. Elle est tombée dans un village de femmes. C'est assez incroyable cette histoire. La marque, c'est Holistic de Camille. Produit d'origine animale, mais beaucoup plus respectueux. Respectueux la laine. Donc quand on est vegan et qu'on veut absolument pas de produits animaux, il y a tout ça à prendre en compte. Mais du coup, les alternatives écologiques, il y a le lin, le chanvre. Mais après, on va vite se tourner quand on veut pas de cuir vers du synthétique, tout ça. Donc c'est du plastique, donc c'est du polyester. Donc c'est son équilibre à trouver, quoi. Mais du coup, je trouve ça hyper intéressant de créer sa propre pyramide de critères ou de valeurs parce que ce qui est éthique pour toi ne sera pas forcément exactement ce qui est éthique pour quelqu'un d'autre. Exactement. Est-ce que tu as eu des crises de sens récemment ? Récemment, non, mais j'en ai eu tout le temps des crises de sens. Ça, c'est quelqu'un qui a sa place sur ce podcast. J'en ai eu tout le temps parce que déjà, j'ai commencé par faire une école de commerce. Et là, première crise de sens, je me retrouvais pas du tout dans les valeurs professionnelles, pas du tout. La première crise de sens, j'ai même failli arrêter mon école de commerce. Et puis, je me suis dit, bon, non, t'arrêtes pas les choses en plein milieu, tu vas au bout. Mon histoire. Tu vas au bout, tu finis et tu as ton diplôme, quoi. C'est un peu genre le Graal. Déjà, ça coûte une blinde. Donc, fini. C'est plus cher qu'une fringue éthique. Fini et va au bout de ce truc, quoi. Donc, j'ai terminé. J'ai intégré une école de journalisme, donc qui était mon rêve. J'ai fait ça pendant 2 ans. C'était formidable. Là, pour le coup, j'avais pas de crise de sens. C'était génial. Donc, je suis partie aux États-Unis. Je suis rentrée en France. J'ai commencé un boulot en tant que journaliste pour Welcome to the Jungle. Et là, pareil, il fallait que j'aille au bout de ce podcast et je pouvais pas faire les deux. Donc, pareil, crise de sens. Je me suis dédiée au podcast. Et là, pour l'instant, j'ai l'impression d'être alignée. Comment ton rapport au sens, il a évolué avec le temps ? Question difficile. Je pense qu'il a évolué avec mes valeurs. C'est-à-dire que quand tes valeurs ont évolué ? Non, mais oui, forcément. C'est-à-dire qu'on grandit, on prend conscience des choses qui nous entourent. Il y a 10 ans, j'avais pas conscience des enjeux écologiques. Pas autant qu'aujourd'hui. C'était pas forcément avoir un impact positif. Est-ce que tu auras envie de donner un message d'espoir par rapport au futur aux personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent ? Mais oui, mais moi j'y crois, mais dur comme fer qu'on va réussir à changer les choses. Et je pense que, encore une fois, ça passera par les urnes et je crois qu'il y a vraiment un réveil écologique. Moi, on le voit, puis les nouvelles générations, je crois que les gens sont pas prêts pour les nouvelles générations qui arrivent. Elles sont les gens sont féministes, sont écolos, c'est impressionnant. Donc moi, vraiment, j'y crois dur comme fer. C'est dur de savoir où en est le monde quand on vit tellement tous dans nos bulles, quoi. C'est vrai, et en même temps, je pense que vraiment les nouvelles générations, mais les nouvelles, quoi, les enfants. Les enfants aujourd'hui, ils ont une vraie notion des enjeux, quoi. C'est assez flippant parfois, quand ils ont peur pour leur planète. Franchement, ça fait mal au cœur. Quand l'enfant a 10 ans et qu'il te dit qu'il a peur qu'il y ait trop de plastique ou que les baleines meurent ou que...
Mais ces générations-là, dans 10 ans, elles votent. Donc, il va se passer des choses, c'est sûr. Merci Chloé, c'était trop bien. Si toi aussi ça t'a plu, n'hésite pas à écouter les autres épisodes sur l'écologie. Par exemple, sur la relève écolo avec Camille Etienne. Et il y a plein d'autres épisodes avec Cécile Duflo ou Pablo Servigne sur l'éco-anxiété, etc. N'hésite pas à parler de ce podcast à un ou une amie qui a envie de s'habiller plus éthique grâce à des militants badass comme Chloé. Merci beaucoup. Merci à toi. Et on vous dit à la prochaine. Ciao.